Bonjour, aujourd'hui on va vous parler de l'épilepsie dans le cadre du cours de Neurosciences 2. Saviez-vous que l'épilepsie touche près de 50 millions de personnes dans le monde? Par ailleurs, 80% de ces personnes se retrouvent dans les pays en développement. Il s'agit d'une maladie neurologique commune caractérisée par la présence de crises épileptiques. Les symptômes de cette pathologie peuvent être la confusion temporaire, une raideur musculaire, des mouvements involontaires des bras et des jambes, une perte de conscience, des symptômes psychologiques comme la peur, l'anxiété, etc. Les crises sont déclenchées par un changement dans l'activité neuronale du cerveau. D'ailleurs, ce point sera abordé plus tard dans la présentation. Il y a diverses causes à l'épilepsie. Elle peut être structurelle, donc due à une lésion cérébrale. Elle peut être causée par une maladie auto-immune, par exemple les encéphalites auto-immunes qui s'accompagnent des crises épileptiques. Elle peut être causée par la génétique, donc la mutation d'un gène qui peut être identifié ou parfois ne pas l'être. Et finalement, elle peut être situationnelle, c'est-à-dire causée par exemple par une consommation de drogue, d'alcool, etc. Il existe deux grandes catégories de crises, soit les crises focales et les crises généralisées. Les crises focales peuvent être associées ou non à une altération de la conscience. Dépendamment de la zone du cerveau touchée, les symptômes sont variables, par exemple les problèmes de vision, d'audition, etc. Ces crises peuvent provenir de n'importe quelle région du cerveau. Les crises généralisées touchent quant à elles toutes les régions du cerveau. Elles peuvent être de divers types, c'est-à-dire d'absence, tonique, atonique, clonique, myoclonique ou tonico-clonique. Nous allons maintenant aborder les répercussions au niveau de la fonction et des occupations. Donc, on va parler maintenant de l'impact fonctionnel numéro 1, qui est la difficulté à garder un emploi. Donc, les gens souffrant d'épilepsie sont plus à risque de perte de conscience que les gens n'ayant pas ce diagnostic. De ce fait, leurs employeurs peuvent se voir préoccupés par la productivité, l'absentéisme, le rendement, la sécurité ou encore la fiabilité et responsabilité de leurs employés. Les préjugés et inquiétudes des employeurs font en sorte que les personnes atteintes d'épilepsie ont moins de charges de travail. Celles-ci se voient offrir moins d'opportunités pour développer leurs compétences au travail qu'une personne non épileptique. Bien que selon Épilepsie Ontario, une personne épileptique ne peut pas être licenciée due à sa condition, plusieurs employeurs vont utiliser une variation de motif pour licencier de façon discriminatoire la personne épileptique. Aussi, selon l'Alliance canadienne de l'épilepsie, le taux de chômage chez les personnes épileptiques est 2 fois plus élevé que dans la population générale. Cela démontre bien que décrocher un emploi est plus facile que de garder son travail pour quelqu'un souffrant d'épilepsie. Parlons d'abord de la composition du système de conscience qui a des répercussions sur les emplois. Ce dernier est constitué des régions du cortex associatif frontal et pariétal, du gyrus singulaire, du précuneus, du thalamus, notamment les noyaux médians, la ligne médiane et intralaminaire, et de plusieurs systèmes activateurs situés dans le prosencéphale basal, l'hypothalamus, le mésencéphale et la partie supérieure du pont, ainsi que les ganglions de la base et le cervelet qui ont des rôles possibles dans le contrôle de l'attention. Lors d'une perte de conscience, on peut observer des vastes régions d'hyperperfusion, donc d'activation, et d'hypoperfusion, donc d'inhibition, pendant les crises du lobe temporal. Cela est aussi combiné à une activation primaire des structures proches de la région temporale, antéromédiale, ipsilatérale, du striatum et de l'insula. On observe aussi des vastes régions d'inhibition dans les zones cérébrales distantes, avec une diminution de perfusion, donc d'inhibition, dans le cortex associatif fronto-pariétal, le précuneus et le gyrus singulaire pendant et après les crises. On peut alors voir que plusieurs structures neurologiques affectées par la crise d'épilepsie font partie du système de conscience, lesquelles ont été mises en gras sur la diapo. On peut voir sur l'illustration la localisation du lobe temporal. L'épilepsie a également des conséquences sur les apprentissages, c'est-à-dire que selon le docteur Villeneuve, 2000 des 4000 enfants de moins de 10 ans diagnostiqués avec l'épilepsie sont en échec dans le cadre scolaire et ce à chaque année. Plusieurs raisons expliquent ça, donc le type des crises, la fréquence de celles-ci et les conséquences des traitements, parce que tout ça peut mener à une réduction du temps scolaire, ce qui va nuire aux apprentissages. Par ailleurs, l'épilepsie cause une fluctuation des acquis chez les enfants, c'est-à-dire que les perturbations neurologiques causées par la pathologie peuvent mener les jeunes à avoir des oublis, à avoir des régressions ou encore à avoir des pertes de leurs repères. L'épilepsie du lobe temporal est le type d'épilepsie le plus fréquent lorsque des déficits de la mémoire et de la cognition sont impliqués. Les déficits cognitifs engendrés par l'épilepsie sont causés par plusieurs altérations du fonctionnement neurologique, notamment des anomalies de substances grises et blanches. On nomme aussi une modification de la diffusité moyenne du faisceau inciné, du faisceau fronto-occipital et de certaines zones de l'hippocampe et du cingulum, ce qui provoque un déclin de la mémoire.
De plus, une altération de l'anisotropie fractionnelle du faisceau longitudinal supérieur, du faisceau uncinné et du corps calleux, ainsi qu'une altération de la connectivité fonctionnelle au sein du réseau fronto-pariétal gauche induit un dysfonctionnement du langage. Également, c'est une atrophie volumique du cortex préfrontal dorsolatéral qui engendre des déficits dans les fonctions exécutives. On observe aussi une altération de la connectivité fonctionnelle au sein du réseau sensorimoteur, ce qui explique des déficits cognitifs chez les personnes épileptiques. Voici un rappel de la localisation du lobe temporal où on peut observer les altérations neurologiques. Les chutes et les blessures peuvent être graves pour tous, mais en particulier pour la clientèle épileptique. Effectivement, ce risque constitue un véritable facteur de danger pour ces personnes. Il peut être causé par une perte de conscience ou encore une perte de contrôle musculaire, forçant l'individu à s'effondrer au sol. Selon l'étude réalisée par Assaidi Pouya et al., qui porte sur les blessures physiques chez les patients épileptiques ainsi que les facteurs de risque associés, ceci révèle que sur 125 personnes s'étant blessées au cours des 12 derniers mois, 11 étaient dues à une chute. Cet impact fonctionnel a donc des conséquences importantes sur le quotidien d'un grand nombre de personnes épileptiques en touchant plusieurs sphères de leur vie. En ce sens, cette pathologie peut demander certaines adaptations ou entraîner des limitations chez les individus les plus à risque, soit ça avec des crises fréquentes, fortes et imprévisibles. En effet, un bon nombre de sports nécessitent des adaptations pour être pratiqués en toute sécurité. De plus, les personnes peuvent être affectées au plan psychologique, entre autres par le sentiment de perte de contrôle qui peut leur causer une crise ou l'anxiété et le stress liés à l'incertitude d'une crise imminente. Ce fardeau mental peut mener à une hypervigilance, affectant ainsi la santé physique et mentale des personnes et causant potentiellement leur isolement social. Finalement, le niveau de risque dépend du lieu et des circonstances liées à la crise. Par exemple, une personne souffrant d'une crise atonique provoquant une chute lors d'une randonnée près d'un cours d'eau ou sur un passage piéton peut faire face à des conséquences bien plus graves que s'il était confortablement installé sur un divan dans son salon. Néanmoins, il faut que la personne soit prévoyante lors de ses déplacements, qu'elle soit consciente de ce qui l'entoure et qu'elle sache reconnaître ses limites tout en ne se laissant pas définir par sa maladie. Dans ce contexte, ce sera surtout le type d'épilepsie frontale locale qui sera touché puisque les lobes frontaux sont impliqués dans les fonctions exécutives, la motricité et les comportements. Les altérations des structures neurologiques observées chez ces personnes se retrouvent au niveau du noyau codé et du putamen. Ces zones appartiennent aux noyaux gris centraux, qui sont responsables de plusieurs fonctions motrices, notamment la sélection, la préparation et l'exécution des mouvements. Dans l'épilepsie, les noyaux gris centraux jouent un rôle important dans la régulation et la propagation des décharges épileptiques. On observe une réduction du volume de substances grises dans le putamen et le noyau codé bilatéral, ce qui engendre une altération des fonctions liées au mouvement. D'ailleurs, le putamen fait équipe avec d'autres régions du cerveau pour assurer le fonctionnement de diverses capacités motrices telles que la coordination, la performance des tâches, la préparation et la séquence des mouvements. Le noyau codé et le putamen ont également démontré un rôle dans certains problèmes liés à des symptômes moteurs, comme des froncements de sourcils, des automatismes complexes, comme donner des coups de pied, et des manifestations vocales comme des rires, des cris ou l'arrêt de la parole. Ici, on peut voir le lobe frontal dans lequel des altérations sont présentes lors de ce type de crise. Nous savons qu'il existe plusieurs médicaments antiépileptiques ayant pour but de bloquer l'hyperexcitabilité neuronale. Cet état est causé par une mutation des canaux ioniques situés dans la membrane et responsable des transferts d'ions et donc des phases de dépolarisation et de repolarisation. L'hyperexcitabilité peut également être causée par un déséquilibre des neurotransmetteurs, par exemple une insuffisance en GABA ou un excès de glutamate. Il module donc la conduction des canaux ioniques afin de diminuer l'activité électrique et ainsi inverser les charges intérieures et extérieures qui transmettent le signal aux neurones qui devient alors inactivable. Les effets secondaires possibles sont l'ataxie, la vision floue, la diplopie et la somnolence. Finalement, bien que les traitements médicaux soient efficaces pour les 2 tiers de la population, les tiers restants sont pharmacorésistants et doivent donc envisager la chirurgie pour leur permettre potentiellement de ne plus faire de crise si le foyer épileptique est identifié afin de l'isoler et ainsi détruire son attache aux autres structures du cerveau. On nomme un groupe de neurones hyperexcitables le foyer épileptique. L'emplacement de ce dernier détermine si la crise est focale ou généralisée. Donc, parlons maintenant du rôle de l'ergothérapeute auprès d'une clientèle avec les atteintes fonctionnelles qu'on a nommées précédemment. Donc, globalement, les rôles de l'ergothérapeute auprès de la clientèle épileptique va être d'évaluer l'impact des crises sur les activités de la vie quotidienne, de la vie domestique, les occupations signifiantes. Ça peut être aussi d'outiller ces personnes en fournissant des pistes de solutions, aider la réintégration sociale, que ce soit à l'école ou encore au travail, et de soutenir les familles.
Donc ici, nous allons aborder le rôle de l'ergo sur différents impacts, bien que l'ergo peut faire ses rôles dans tous les impacts qu'on a mentionnés. Donc au niveau de l'adaptation de l'environnement, donc elle peut adapter ça le lieu de travail pour l'impact 1, là, pour le rendre plus sécuritaire, que ce soit remplacer des lumières, remplacer la luminosité des écrans, mais des grillages de sécurité, des tapis. L'ergo va vraiment pouvoir jouer un rôle particulier dans l'environnement. Pour l'impact numéro 3, l'ergo va pouvoir se concentrer sur l'adaptation des environnements physiques et sociaux de la personne. Donc, soit mettre en place là, des boîtiers de détecteurs de crise, arrondir les angles d'immeubles, aider avec des aides techniques, l'enseignement auprès des personnes aussi qui vont côtoyer cette personne-là. L'ergo peut aussi fournir là, des conseils pour amener la personne à être autonome et sécuritaire dans ses environnements. Donc, elle va pouvoir éduquer ou encore enseigner des façons de faire pour mieux gérer les impacts associés aux crises, que ce soit les chutes, les blessures, les pertes de conscience, puis pour aider aussi à mieux les prévenir. Le rôle peut s'avérer très pertinent pour enseigner aussi à un proche ou à un auxiliaire de vie comment s'y prendre lorsqu'une chute va survenir et quoi faire. Donc, plus précisément, pour la section sur l'éducation, donc pour l'impact numéro 2, l'ergo va préconiser un matériel qui va être adapté aux besoins du jeune pour faciliter ses apprentissages, sa motivation et son atteinte des objectifs. Elle va aussi jouer un rôle là, au niveau sensorimoteur et dans le développement là, des capacités de la planification et d'organisation du jeune dans ses tâches quotidiennes. Donc, l'ergo va vraiment avoir là, une visée de réadaptation en utilisant le système PEO pour l'aménagement de l'environnement ou pour mettre en place des stratégies alternatives en fonction des besoins spécifiques de la personne. En conclusion, l'épilepsie est une maladie neurologique qui se présente sous forme de crise pouvant prendre différentes formes et varier selon un éventail de facteurs. Ces crises peuvent avoir plusieurs impacts sur les occupations des personnes épileptiques, donc les interventions de l'ergothérapeute sont très pertinentes auprès d'elles. Il serait intéressant de voir pour le futur si un traitement curatif pourrait être mis de l'avant afin de régler ce trouble et ainsi arrêter les crises et augmenter le bien-être des personnes. Il y a présentement des tests qui sont faits afin de voir l'impact d'une greffe de neurones chez les personnes épileptiques.